Salut Mickaël, Salut Laurent. je suis ravi de te retrouver, ça fait un bail. Oui, en effet, ça fait quasi 2 ans, je pense. Ouais, grâce à ton initiative, il y a 2 ans, on avait eu un super échange En effet. dans le studio de Nicolas. Et là, ben, par un hasard de circonstances, j'ai le plaisir de t'accueillir dans le studio de Dr. Sales. Aujourd'hui, c'est quoi l'objectif que tu te fixes pour cet échange? L'objectif, c'est de remonter, de mettre en avant ce qui fait les clés d'un bon courtier en assurance. On va remettre en avant les méthodes de vente, Ok. qui ne sont pas des méthodes propres au courtage, mais qui sont des méthodes que tout bon commercial doit avoir. Et alors, un troisième aspect, c'est revenir sur la notion de commercial qui est un peu galvaudée parce que j'ai l'impression de plus en plus que quand on dit commercial, c'est limite une insulte. Oui, c'est un mot qui fait peur, comme vendeur d'ailleurs, c'est en Mhm. général des mots qui ont très mauvaise réputation. Euh, Moi, j'adore travailler avec toi parce qu'on peut avoir un avis franc et tranché. Tu es quelqu'un qui a comment dire, une aura différente dans ton métier. Tu le fais pas comme les autres. En effet. Ça, on le sait depuis longtemps. Dès que je t'ai rencontré au sein du réseau Aculae, tu avais déjà un positionnement très différent, très assertif. Tu es un des premiers à avoir utilisé la vidéo comme un outil, alors que la plupart ont Mhm. peur de se montrer. Tu as un positionnement éthique, tu es un peu vu comme une espèce de chevalier blanc dans ton domaine. C'est aussi tout ça que j'ai envie d'explorer. Et comme on est dans un cadre Dr. Sales, Mhm. moi j'ai effectivement envie de te poser plutôt des questions qui pourraient servir non seulement les courtiers, les clients des courtiers, mais aussi toute personne qui exerce la fonction de Mhm. commercial ou de vendeur à essayer de choper les bonnes pratiques chez toi, quoi. En effet. Donc moi, j'ai envie de te poser une première question. Peut-être ça va te remonter au démarrage de ton activité. Euh, c'est quoi les bonnes compétences commerciales de base qu'il faut avoir pour être un bon courtier? Pour être un bon courtier, c'est valable pour le courtage, mais c'est valable pour tout commercial. C'est aimer les gens, Ok. c'est aimer les autres et croire dans ce qu'on vend. Et ça, c'était un critère, peu importe les activités et les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, c'était le fait de croire dans le projet, croire dans le produit. Je ne sais pas vendre quelque chose si je ne crois pas dans l'intérêt de ce que je vends. Par exemple, quand je travaillais à la banque, on nous demandait de vendre des fonds structurés assez complexes que je ne comprenais pas parce que je n'avais pas encore les compétences et la maîtrise euh, et le bagage qu'il fallait avec pour pouvoir proposer ça aux clients. Et moi, je pars sur le principe que quand quelque chose, on ne le comprend pas, je ne vais pas aller au casse-pipe pour dire on va faire parce que le patron a dit, je vais faire plaisir et on va aller sur là-dessus. Ça, pour moi, c'est inacceptable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand je m'aperçois que ce qu'on propose est quelque chose que je maîtrise, je me rends compte que ça n'a pas une valeur, une plus-value pour le consommateur. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que je suis devenu courtier indépendant. C'est pour proposer les différentes possibilités qui existent sur le marché. Parce que quand on travaille pour un seul fournisseur, que ce soit en banque ou en compagnie directe, la réponse est j'ai ou j'ai pas. Mhm. Alors qu'ici, la question c'est je propose plusieurs solutions. Si une des solutions fonctionne, on peut faire des déclinaisons. Par contre, quand on travaille pour un seul fournisseur, on est coincé. Donc le consommateur on est un peu limité, ça répond à une attente, mais pour moi, ça me pose un problème au niveau critique de proposer quelque chose si on ne croit pas dans le produit, dans le service, dans la solution. Ouais, donc j'aime bien l'idée que en fait, tu divises ça en deux. Il y a comprendre les produits qu'on vend et Oui, puis y croire. tout à fait. Et effectivement, si tu es monofournisseur, tu peux très bien comprendre ce qui t'est proposé de vendre, mais c'est pas pour autant que tu y crois. Et donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu es tout le temps à la recherche de quelque chose dans lequel non seulement tu comprends le sous-jacent, le mécanisme, mais en plus, Exactement. tu y crois suffisamment. Puis tu dis un autre truc, il faut aimer ses clients. Ça fait partie j'en parlerai après, mais du triptyque que je mets toujours en place. Et je te pose une question un peu chaude, mais c'est possible d'aimer tous ses clients? Non. Non, on travaille, on me dit souvent, que ce soit des amis ou des relations business, me disent souvent qu'on a les clients qui nous ressemblent. D'accord. Ce que je veux dire derrière ça, c'est qu'il faut avoir un script suffisamment clair. Donc, je t'expliquerai après comment je fonctionne là-dessus. Mais moi, je travaille avec mes clients dans une logique de partenariat. Si le client n'est pas capable de rentrer dans cette logique de partenariat et dans une vraie échange, moi, je ne vois pas où est ma plus-value. Je ne suis pas un ordinateur, en fait. Si tu veux du direct, si tu veux des solutions que tu peux choisir à la carte, à ta façon, de ta manière, prends un ordinateur. Ou va dans une autre entreprise. Moi, je ne travaille pas comme ça. Mhm. Moi, mon objectif, et c'est ce qui rend mon métier passionnant, c'est que mon job, c'est d'expliquer dans le temps quelles sont les différentes possibilités, quelles sont les tendances du marché. Et sur ces bases de ces tendances du marché, les clients font leur choix et prennent leurs décisions en âme et conscience. Et donc, un client qui vient et qui me dit, moi, je veux que ça soit comme ça, moi, ça va me poser un problème parce qu'en fait,
on va se rendre compte que soit la solution n'est pas adaptée, et elle n'est pas adaptée pour plein de raisons, soit parce que le client a compris la solution sous un certain angle qui n'est peut-être pas la vision globale du produit et de la solution. Et donc, quand ça va dégénérer, quand il va y avoir des sinistres et des problèmes, il va dire « Ouais, mais j'aurais imaginé que, j'aurais pensé que j'allais être aidé de telle ou telle façon. » Non, la question c'est « Laisse-moi faire ce job, de te montrer ce qui existe, et ensuite tu prends ta décision. » Mais si tu veux absolument de manière pointue, je veux ça, mais si tu veux, t'acceptes le fait que je puisse t'expliquer qu'il y a différentes possibilités, différentes déclinaisons, ok, mais si c'est de manière brutale, non. Alors je préfère dire au client, vous savez quoi, passez votre chemin, vous n'êtes pas au bon endroit. Ok, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce que tu recherches chez tes clients en fait? Un partenariat. Ouais, mais dans le partenariat, ce que tu veux surtout, dans ce que tu dis en tout cas, c'est une capacité de se montrer ouvert. C'est-à-dire que si quelqu'un vient et t'impose ses exigences, tu sens que ça va pas fonctionner. Il peut imposer les exigences, c'est pas un problème. Là où moi j'ai un problème, c'est quand soit c'est vous qui décidez à ma place, ou ça sera ça et rien d'autre. Moi, c'est ça qui me gêne. C'est en fait, souvent, les gens ont une vision, je dirais, biaisée du business de l'assurance parce qu'ils ont entendu des choses, ils ont supputé telle chose. S'ils viennent voir un courtier, c'est qu'ils cherchent une plus-value pour prendre leurs bonnes décisions, en fait. Okay. Et donc, pour moi, si on n'est pas capable de travailler de cette façon-là, moi, je ne vois pas quel est l'intérêt de travailler avec un courtier. En tout cas, avec ma façon d'envisager les choses. Ok. Je vais monter d'un cran. Tout à l'heure, je t'ai demandé c'était quoi les compétences commerciales pour être un bon courtier. Tu m'as dit effectivement, il faut en gros aimer les gens, en tout cas aimer ses clients. Il faut comprendre ce qu'on vend et croire en ce qu'on vend. Oui. Quelles sont à ce moment-là les compétences et les qualités commerciales qu'il faut pour être un courtier totalement différent des autres? Il faut travailler de manière humaniste. Alors, je vais t'expliquer. C'est dans mon script de vente, les caractéristiques seront les mêmes que dans n'importe quelle activité, mais c'est la manière de l'aborder qui va être différente. Bon, l'entretien de vente, de manière classique, tu accueilles les gens, on fait un entame, on va expliquer ce qu'on va faire, comment on va le faire, on recueille des informations, et ensuite, on reformule et on voit si finalement, là où les solutions que je te propose correspondent à ce que tu as besoin. Pour moi, on ne le fait pas de manière mécanique et de manière arbitraire, il faut faire ça, ça, ça. Pour moi, la première chose, c'est de travailler de manière cool et détendue. Comme tu vois, moi, je ne travaille pas en costard-cravate, première chose. Pas tous les jours. Mais dans mon mindset, ça ne marche pas comme ça. Je travaille dans un lieu qui est sympa et qui crée la discussion. Par exemple, j'ai mes vinyles derrière moi, j'ai des bandes dessinées, j'ai des trucs qui font passer à la course à pied, au foot. En fait, l'idée, c'est que je ne veux pas qu'on vienne dans mon bureau comme on irait à l'hôpital. D'ailleurs, j'aime bien se parler avec l'hôpital. Quand tu reprends un hôpital pour les enfants, on fait très attention à l'environnement. On veut que ça soit confortable, on veut que le stress de l'endroit soit supprimé. Et ben moi, je fais la même chose dans mon métier de courtier. En fait, tu viens dans mon bureau de courtier comme si tu viendrais entre la chambre d'un ado et le gars qui est passionné par plein de choses. L'idée, c'est de rendre ce qui paraît pénible et ennuyant pour les gens quelque chose de confortable et d'agréable. Donc, on enlève cette bulle. Je dois aller comme si on va aller chez le dentiste. Je vais aller chez le dentiste, je vais aller chez le courtier parce que j'ai besoin de son intervention. Donc, on enlève le côté, je dirais, fermé, aseptisé. Ensuite, à partir de là, on travaille dans une logique d'échange. Donc, avant de discuter assurance, je connais les gens et j'aime les gens. Donc, on discute de tout et de rien. Et ce n'est pas pour noyer le poisson, c'est simplement parce qu'en fait, j'essaie de me rendre compte qu'est-ce qui anime les gens. Et une fois que tu as rendu le cadre confortable, que tu as trouvé des sujets de conversation qui animent les gens, finalement, le vrai moment de vente va se réduire quasiment à pas grand-chose, à 10-15% de l'entretien. Parce qu'en fait, finalement, on va discuter, par exemple, quand quelqu'un vient pour assurer une maison, je pourrais commencer à lui dire il faut absolument, je dois avoir ces informations-là, comme ça, comme ça. Non, la question c'est quoi votre projet? Pourquoi vous avez acheté ça? Vous comptez y faire quoi? Tu fais parler les gens, tu vis leur projet et tu les accompagnes dans cette vie de projet. Et je sais que ça peut paraître bateau, tous les commerciaux disent qu'ils font ça, mais le faire vraiment avec tes tripes, les gens le ressentent. Et donc, à partir de là, quand les gens sont vraiment ouverts, ils se sentent bien, ils ont compris que tu n'étais pas là pour leur mettre à l'envers, les solutions que tu vas leur proposer, ils vont écouter. En expliquant les différentes formules, derrière, il faut aussi avoir un vocabulaire qui est adapté à ton public. Non pas que je dois infantiliser certains consommateurs ou me prendre pour ce que je ne le suis pas en me faisant passer pour un homme de science,
Mais tu dois arriver à trouver un juste milieu pour arriver à donner suffisamment d'informations pour pouvoir comprendre ce que j'explique et que le consommateur qui est devant moi puisse se dire, finalement, il m'a expliqué cet aspect-là, je ne comprends pas trop où il veut en venir, et oser poser des questions et pas dire, oh là, c'est lui qui sait, donc il a dit ça, je ne suis pas sûr que ça soit ça ou ça, je ne vais pas lui poser la question. Ici, c'est l'inverse. On y va de manière franco, je voudrais ça, il y a ça, il m'avait expliqué ça. Et en fait, ce cheminement va devenir un peu plus simple pour les gens. Et alors, je reçois à la fin, qu'il y ait souscription ou pas du ou des contrats, le plus beau des compliments, je le reçois assez régulièrement, et je suis assez chanceux, les gens me disent, j'ai plus peur des assurances. J'ai plus peur de ce truc, de ce côté administration, quelque chose qu'on doit le faire. Et tu sais, un peu sur cette idée-là, on a signé les contrats, hop, on va vite les mettre dans l'armoire, et on espère qu'il ne se passera rien, mais c'est fait, c'est fini. Non, la question, les gens viennent de manière même proactive en me disant, voilà, vous m'aviez dit qu'au bout de 6 mois, au bout d'un an, il fallait absolument revoir tel aspect, vous m'aviez expliqué qu'il y avait ça à faire. Les gens viennent, ils ne comprennent pas toujours tout, mais il y a, si tu veux, cette idée où on travaille vraiment en partenariat pour pouvoir proposer ce qui est le mieux à un moment donné de la vie des gens. Ok, je reformule ce que tu dis. En fait, ton cadre de travail un peu particulier te permet de créer tout de suite une intimité client. Oui, Julien. Et ce que tu fais, c'est que tu travailles en fait sur le premier axe qui est le plus vital des commerciaux et qu'ils oublient très souvent, c'est que le vrai produit de la vente et le vrai contexte de la vente obligatoire, c'est la confiance. S'il n'y a pas de confiance, ça va pas. Dans tes métiers, ce qui est souvent bien pour avoir accompagné pas mal de courtiers ou de gestionnaires de patrimoine, c'est qu'on travaille souvent chez le client. C'est sur sa table de cuisine ou sa table de salle à manger que ça se passe. Et toi, en fait, finalement, tu reproduis la même chose. Tu crées un décor, un cadre d'intimité qui fait qu'on est en confiance parce qu'on est comme chez soi, oui. À peu de choses près. Et ça permet de tout de suite placer effectivement un cadre de confiance. Or, on sait très bien, s'il n'y a pas de confiance, il n'y aura pas d'engagement. Tu ne peux pas t'engager avec quelqu'un qui ne te donne pas confiance. La vulgarisation du vocabulaire, c'est la même chose. Tu rends le métier accessible, compréhensible. Donc, ta volonté, c'est vraiment créer un cadre de confiance qui permet aux gens... J'aime bien l'idée, hein. La plupart du temps, les gens n'achètent pas parce qu'ils ont peur d'acheter. La plupart ce que je passe ma vie à expliquer, c'est que notre cerveau de sapiens depuis des millénaires, il voit les choses de façon très binaire, une menace, une ressource. Et en fait, le courtier à la base, quand il arrive peut-être en col-cravate dans un bureau aseptisé, il éveille plus le côté menace que de ressource. Je ne sais pas à quoi je m'engage, je signe un truc, moi je vois que j'ai perdu de la liberté, perdu de l'autonomie, alors que quand j'ai quelqu'un qui est plutôt au coin du feu avec moi, que j'assimile comme étant un homme de ma tribu, voilà, je suis plutôt dans le côté ressources. C'est quelqu'un qui a des choses à m'apporter, il m'écoute et il me les rend accessibles et compréhensibles. Donc tout ça, en fait, tu recrées un cadre, un climat de confiance qui permet aux gens de guérir de leur peur et effectivement de te mettre voilà, du côté des alliés, quoi. Donc c'est extrêmement intéressant pour ça. À quelles objections, toi, tu es le plus souvent confronté dans ton métier, dans la partie commerciale? C'est souvent des a priori. Je vais prendre un courtier en assurance, ça va me coûter plus cher. J'ai pris un courtier, est-ce qu'il est vraiment indépendant? Ils te disent ça, les gens? Ah oui, oui. Ils interrogent ton indépendance? Ah oui, parce qu'en fait, on va pas se cacher, les compagnies d'assurance, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont tout faire pour te motiver à vendre un maximum chez eux. Okay. Donc, alors soit, tu as plusieurs façons de voir le choses. Là, tu parles d'un a priori des clients ou tu parles de la réalité? Non, dans la réalité, dans les deux. Okay. En fait, les clients se disent, pourquoi le courtier me propose plutôt AG, AXA, EDS, Allianz? Est-ce que c'est vraiment parce que ce sont la compagnie qui me correspond? Ou est-ce que c'est parce qu'il a un intérêt économique, financier, voire un intéressement spécifique dedans? On ne va pas se raconter des bêtises. Les compagnies font tout pour nous offrir des beaux voyages, des cadeaux, pour pouvoir te motiver à aller plutôt à gauche qu'à droite. Alors, moi, j'ai pas de honte, et parce que je travaille en tant qu'indépendant, et j'ai plein de confrères indépendants qui le comprennent bien. Si on va à gauche et que je reçois un avantage, mais que dans les choix que j'ai faits pour mes clients, c'est bon, si tout le monde s'y retrouve, moi, je ne vois pas où est le problème. Là où moi, j'ai un problème, c'est quand tu vas arnaquer ou entuber quelqu'un et en lui faisant payer 25-30% plus cher, tout simplement parce que tu sais que si tu as X points, tu pourras aller à Spa-Francorchamps, tu pourras faire un super resto, autre chose. Donc moi,
pour le consommateur, je lui dis cash, on peut aller à gauche pour telle raison, on va aller au milieu pour ça, on va prendre sur du très agressif pour telle raison. On montre les différentes possibilités. Donc ça, je pense, c'est le premier a priori. Dire aux gens, moi, je vous propose, j'ai screené ce que pour moi correspond à vos attentes. Je vous montre ce qui fait le haut du marché, le milieu de marché, le marché, je dirais, plutôt agressif, limitatif, mais qui correspond à différents aspects, que ce soit financier, franchise, type de paiement ou autre. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, pour moi, ce qui va être important, c'est que les gens se disent, un courtier, s'il sonde le marché, ça ne coûtera pas forcément plus cher. Pourquoi ? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu vas dans une compagnie directe, et j'ai rien contre les compagnies directes, ça correspond à un style, ça correspond à des attentes, à un type de clientèle. Donc, si le marché le propose, et si ces compagnies existent depuis autant d'années, c'est que ça correspond à un besoin sur le marché. Donc, ils répondent à une attente, donc bien. Par contre, la force de frappe des courtiers qui travaillent correctement, qui ont des bonnes connexions avec les compagnies, peuvent proposer mieux, voire plus agressif que du direct. Et donc, l'a priori de dire je vais prendre un intermédiaire, ça va me coûter plus cher, c'est pas vrai. C'est comme quand j'explique à mes clients, avant de monter une société, allez voir un bon comptable, un avocat, ça coûtera un peu d'argent, mais vaut mieux en dépenser un peu bien investi, plutôt que se dire on va aller vers cette direction-là, sans avoir de certitude, tu vois. Donc, la question, c'est où est-ce qu'on va mettre ses priorités, mais encore une fois, la question du prix, de dire le courtier coûtera plus cher que une compagnie directe, c'est absolument pas forcément vrai. D'accord, donc tu résumes un principe fondamental en commerce qui est le prix, c'est ce que tu payes tout de suite, le coût, c'est tout ce que tu vas payer pendant la santé. Exactement. Et donc fondamentalement, ce que tu dis en fait, c'est que le prix, peut-être à l'unité d'assurance ou de produit pris chez toi, peut être peut-être plus cher que dans le direct, mais le coût global reste quand même assumé par le client qui, lui, à un moment donné ou à un autre, va sentir qu'il a peut-être pas ni le service, ni le répondant, ni le cadre de travail qu'il va avoir. Ça va lui coûter cher, en fait. L'avantage de l'indépendance d'un courtier qui veut bien faire le boulot, c'est qu'il peut mettre la pression sur ses fournisseurs s'il veut bien faire les choses. Et donc, on l'a vu en plusieurs étapes quand il y a eu les inondations. Quand moi je vois, on l'a vu pendant le Covid, où il y a certains clients qui devaient absolument revoir leur contrat pour rabaisser tout au maximum, ça dépendra du bon vouloir du courtier de mettre la pression à ses fournisseurs, parce que moi, mes fournisseurs à moi, ce sont les compagnies d'assurance. Et ça, souvent, les clients l'oublient en disant, oui, mais vous êtes de connivence. Ça, c'est un a priori que les gens ont. Je dis, non, moi, mon objectif, c'est de défendre vos intérêts. C'est vous qui me payez, c'est pas les compagnies d'assurance qui me payent. Et je pense que dans la tête de pas mal de gens, ils pensent qu'il y a une sorte de connexion indirecte, comme dans le direct, où tu es un prestataire d'un fournisseur. Moi, je suis pas un prestataire d'un fournisseur, je suis prestataire d'un ensemble de choses. Et ce qui me permet, et c'est ce que je mets souvent en avant auprès de clients qui insistent en me disant, est-ce que vous êtes vraiment quelqu'un qui est de manière indépendante ? Je dis, je fais partie d'un groupement d'intérêt économique qui s'appelle Aquilae, où je suis devenu administrateur depuis peu parce que justement, je crois tellement dans le projet que je veux que cette jolie dame devienne encore plus belle qu'elle ne l'est déjà. Et le fait de pouvoir travailler dans ce groupement d'intérêt économique, on est grosso modo une soixantaine de bureaux de courtage, on va voir les différentes compagnies en disant, voilà, on a ces attentes-là, on veut telle particularité, on veut mettre tels aspects en avant, et derrière, les tarifs qu'on a sont extrêmement agressifs et le consommateur, lui, s'y retrouvera quoi qu'il arrive. Et du coup, il n'y a pas une sorte de schizophrénie dans le positionnement des compagnies qui veut en même temps travailler avec vous parce que vous êtes le bon distributeur de produits et en même temps se passer de vous parce que quelque part, vous pouvez aller contre leurs intérêts généraux, contre... voilà, que vous allez défendre vos clients. Comment est-ce que ça gère alors, moi, dans mon approche commerciale, la question, c'est que tout doit être juste et équitable. Quand un client a droit à quelque chose, qu'il a payé pour un ensemble de garanties et il a le droit s'il faut aller sur 50 000, 30 appels, le client a droit, le client recevra. Par contre, là où ça me gêne, c'est le discours qu'on entend assez régulièrement, c'est « Oh, ça fait quand même 20 ans que je paye ma prime d'assurance, il s'est quand même rien passé, on va se faire plaisir cette fois-ci ». Là, par contre, moi, j'ai un problème avec ça. On va se faire plaisir, ça veut dire quoi ? Mon dégât à 3 000 €, j'avais besoin de changer telle ou telle chose et on va gonfler le devis, on va gonfler les choses. Donc l'idée, c'est l'escroquerie. Malhonnêteté du client. Oui, c'est l'escroquerie. On revient à quasiment... J'explique aux clients que c'est l'escroquerie, mais dans la tête de certains consommateurs, c'est de se dire, non,
Non, c'est de la justice. J'ai J'ai trop payé, J'ai trop payé. il faut que je me rattrape. Et souvent, moi, j'ai un parallèle que j'aime bien expliquer aux gens, c'est que le principe d'une assurance, c'est que c'est un principe mutualiste. On met ensemble la possibilité que quelque chose ou un ensemble d'événements puisse se présenter. Moi, je dis souvent à ces gens qui insistent sur cet aspect, j'ai le droit à, je leur demande, vous payez une mutuelle chaque mois. J'allais faire la même chose. Vous payez votre mutuelle chaque mois. Vous auriez envie d'avoir un cancer tous les 6 mois C'est marrant, la même métaphore. en vous disant, ben, les gars, j'ai le droit à des médicaments, je vais prendre des antibiotiques à longueur de temps. Ça n'a aucun sens. La question, c'est que la mutuelle, ben, le jour où on en a besoin, on est content d'avoir cotisé au gros risque, qu'on soit indépendant ou salarié, mais on ne va pas s'amuser à avoir une mutuelle. Et souvent, quand je donne cet exemple, les gens me disent, mais ah oui, finalement, j'avais jamais vu les choses sous cet aspect-là. Oui, c'est comme ça qu'il faut le voir. Maintenant, la question, et c'est là où sur la chaîne de production, ça peut poser problème, c'est que les gens se rendent compte, par exemple, qu'ils viennent chez moi, qu'en fait, le courtier avant ou la compagnie avant n'avait pas fait le job correctement en écoutant réellement les attentes du client, et ils se rendent compte que pendant 300, 5 ans, 10 ans, j'en sais rien, ils ont perdu de l'argent, en fait. Et en fait, je pense que c'est même pas pour l'argent, c'est le fait de se rendre compte que finalement, on ne les a pas écoutés, en fait. Toujours la même chose. Et c'est cette frustration qui va, je dirais, gonfler avec le temps, et on va se dire, bah, finalement, le dernier qui est là, et si c'est moi, on va taper dans lui comme dans un punching ball, tu vas t'arranger quoi qu'il arrive, sinon on dégage. Je vous en prie, la porte est là. Okay. Quand je parlais de schizophrénie, c'est pas tellement celle du client, mais plutôt celle de la compagnie. Parce que la compagnie, elle est en même temps, elle a envie de travailler avec toi parce que tu représentes un certain potentiel commercial, et en même temps, comme tu es le chevalier blanc de tes clients, et comme tu prends l'engagement de les défendre, ça plaît pas. Voilà. Donc, comment est-ce qu'elle gère ça vis-à-vis de toi? Sur le fond, ça ne leur plaît pas. Maintenant, dans la réalité, ça ne leur pose pas vraiment de problème maintenant au bout de 7 ans où j'ai mon entreprise, pour une raison, c'est que je défends les justes causes. Donc, ce qui se passe, c'est que dans le temps, vu que j'ai une clientèle qui, dans la majorité des cas, est extrêmement dans l'alignement de ce que moi je pense et ce que moi j'envisage, ben, je suis sur ce qu'on appelle des surpaies très faibles. Donc, en fait, le coût réel que ça va générer. Peut-être expliquer ce que c'est qu'un surpay. Un surpay, c'est un client qui paye, par exemple, 100 € dans une prime d'assurance. La compagnie, pour qu'elle soit en rentabilité, on doit se retrouver en dessous de 80%. Si on se retrouve en dessous de 80%. Sinistre sur prime, c'est ça que surpay veut dire. On se retrouve en dessous, ça devient profitable. Et quand on se retrouve dans les surpays qui sont franchement plus faibles, dans mon cas, on est sur une double profitabilité pour la compagnie et pour le courtier. Donc, à ce moment-là, les compagnies, ça ne leur pose pas trop de problèmes que je puisse enfoncer le clou. Et justement, il y a une légitimité qui est derrière, parce que vu que je joue carte sur table avec eux, que ça soit à l'acceptation, en expliquant le moindre grain de sable, le moindre petit accroc dans ma présentation, les programmes informatiques, la réponse est binaire. On a, on n'a pas. Moi, par exemple, je prends le pli, quand il y a le moindre détail, par exemple, un simple exemple, quand on reprend un client d'assurance auto, il faut les 5 ans d'attestation de sinistralité. On peut avoir un accro pendant 3 mois de ne pas avoir de voiture, avoir décidé d'avoir une voiture en société. Mais tous ces éléments qui rendent le dossier imparfait, ben moi, je vais le rendre parfait en expliquant à la compagnie, voilà le case. On se retrouve dans cette situation-là. Moi, je pense qu'on pourrait envisager ceci. On fait quoi? Et à partir de là, tu vois, on a une vraie négo. Et vu que tu as une vraie négo et que moi, je joue carte sur table et que je ne commence pas à me dire, je vais garder cette carte-là, on ne sait jamais. J'ai un petit as dans la manche, un petit joker dans la manche, on ne sait jamais. Non, on joue franc jeu, dans un sens comme dans l'autre. Et forcément, quand tu as un accro ou tu as une difficulté en sinistre ou dans autre chose, les compagnies me laissent une attitude supplémentaire. Parce qu'ils se rendent bien compte, c'est qu'en fait, on travaille dans un métier qui est foncièrement humain, et donc on ne peut pas, à tout moment, avoir la science infuse et d'aller de manière droite dans une direction. Ok. Ouais, donc c'est intéressant en fait ce que tu me décris comme position, c'est que tu n'es pas non plus l'avocat définitif de tes clients. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu ne vas pas aller jusqu'à la mauvaise foi, et on revient au principe de travailler avec des clients que tu aimes. Donc tu vas aussi travailler avec des clients qui respectent un minimum de cadre d'honnêteté, ce qui fait que du coup les compagnies trouvent que c'est aussi intéressant de bosser avec toi, parce que aussi bien tu es capable de défendre tes clients quand tu penses que c'est une juste cause, mais aussi bien quand tu penses qu'elle est injuste, tu vas pouvoir expliquer les décisions des compagnies aux clients. Voilà, tu remets l'église au milieu du village. Vendre un refus, c'est aussi faire comprendre aux gens où sont leurs responsabilités.
Ça, c'est une particularité de ton métier. Alors, tous les commerciaux qui ont vendu quelque chose savent très bien qu'à un moment donné, ça peut mal tourner, Ouais. qu'à un moment donné, les clients peuvent être insatisfaits, il faut gérer leurs insatisfactions. Mais effectivement, dans ton métier, tu es amené à vendre du refus. Mm. Comment ça se passe, ça, quand tu dois, finalement, entre guillemets, décevoir un client parce On le déçoit pas. Hmm, Sauf si tu as quelqu'un il qui va a... se faire des attentes. Donc, à un Oui, mais moment sauf donné si ou tu as un de autre, mauvaise foi. Si la question, c'est que si tu as de mauvaise foi, d'office, ça va poser un problème. Mais quand tu expliques clairement qu'en fait, par rapport à la situation déterminée où il y a un problème, il n'a pas fait ce qu'il fallait. hmm. Il n'a pas respecté les règles. À un moment donné, chez nous, il n'y a pas une sanction où tu prends une amende, sauf si tu l'as vraiment fait exprès ou c'est Ouais. volontaire. Ça, c'est autre chose. C'est ce qu'on appelle les dons, l'effet lourd, mais ça, c'est autre chose. J'ai volontairement provoqué un dommage, donc ça, c'est l'escroquerie Hmm. pure. Mais quand on enlève cette idée d'escroquerie pure, tu n'as pas respecté les règles du jeu. Dans la société, tu traverses au rouge, tu vas te prendre une amende, tout le monde le sait. Et ici, ça va être pareil. Le policier, quand il t'arrête et qu'il dit, monsieur, vous avez pas respecté le feu qui était rouge, vous allez prendre une amende, tu contestes pas. La règle, c'est il y a une règle, on n'a pas respecté. Ici, c'est pareil. Oh, si, il y en a qui vont dire qu'ils étaient pressés, et c'est pour ça qu'il y en a qui vont essayer de mettre un mobile. Mais ça, c'est la mauvaise foi. Mais là, on revient sur cette notion de mauvaise foi. Et donc, pour moi, en fait, encore une fois, quand tu expliques clairement les choses, tu auras de la frustration qui va aller avec, mais c'est pas simplement c'est non et c'est comme ça. C'est on explique la raison du pourquoi. Et je vais te dire que ça soit en assurance, moi j'ai ça aussi en tant que père. Il y a des fois, je dis aux enfants, c'est non. La question, c'est pas un non pour un non ou un oui pour un oui. Il y a une argumentation qui va avec. C'est non parce que il se passe ça, c'est oui parce que tu as fait telle ou telle action et c'est exceptionnel pour telle ou telle raison. Ouais, Et tu vois, encore une fois, c'est cette communication authentique, vraie, qui va faire la différence. Et c'est pour ça que dans la discussion qu'on est ici, ce que j'explique ici dans le courtage, tu peux l'expliquer dans n'importe quel type d'activité commerciale, c'est arriver à se remettre encore à la place de l'autre en ayant de l'empathie et en disant, ben voilà, il y a des règles, et les règles, elles sont là, on doit jouer avec ces règles, il y a un règlement, et on va les jouer avec les meilleures possibilités qui vont avec. ouais, tu rends les décisions plus acceptables parce que tu réponds à une condition quasiment de survie de notre cerveau qui veut toujours connaître les causes. Et donc, parce que. Est-ce que tu sais que parce que c'est un mot magique en vente? Ça a été étudié, c'est-à-dire que lorsque tu. L'expérience a été faite dans des caisses, tu vois, tu as des fils devant une caisse ou des fils devant une photocopieuse, par exemple, et on demande à des gens de doubler la file. Et on met deux conditions. D'abord, ils doublent la file voilà, en disant voilà, est-ce que je peux passer devant vous, s'il vous plaît? Et on regarde le taux d'acceptation. Et puis, il y en a d'autres où on dit est-ce que je peux passer devant vous, s'il vous plaît, parce que j'ai une copie à faire? C'est logique, tu as une copie à faire, tu es devant le photocopieur, d'accord. Eh bien, le taux d'acceptation de parce que j'ai une copie à faire est vachement plus élevé que si tu dis justement est-ce que je peux passer devant vous? Alors que la raison, elle apparaît évidente. Mais ton cerveau est littéralement rassuré quand il comprend la cause de quelque chose. Et c'est probablement pour ça que notre génial cerveau nous a permis de comprendre tellement de choses autour de nous. On est obnubilé par les causes. On veut savoir pourquoi les choses arrivent. Et je pense que pour avoir travaillé avec pas mal de grandes institutions un peu dépersonnalisées, ce qui frustre les gens, c'est pas tellement d'avoir une insatisfaction, une mauvaise réponse, mais surtout ne pas avoir la compréhension du pourquoi, de ne pas avoir cette petite réassurance, d'arriver à comprendre pourquoi les choses sont arrivées. Et je pense que quelqu'un qui prend la main à un niveau humain, qui se met effectivement dans un cadre d'intimité et qui t'explique pourquoi les choses sont arrivées, va effectivement beaucoup plus te rassurer et beaucoup plus te calmer en fait. Tout à fait. Mais c'est émotionnel. Il y a un autre truc qui est intéressant d'ailleurs, il faut que je place ça parce que c'est hyper important à comprendre. Il y a un piège dans ce truc-là, c'est que très souvent les clients qui sont insatisfaits, quelle que soit la raison, et je me doute que dans ton domaine, ça peut être extrêmement grave, parce qu'ils peuvent être extrêmement touchés, ils posent systématiquement la question du pourquoi. Quelqu'un doit se faire installer de sa nouvelle box ou je ne sais pas moi, où son chantier doit démarrer, le mec n'arrive pas. La première question qu'il va poser au téléphone, c'est pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? Et ce qui est très marrant, c'est qu'en fait, de nouveau, c'est la question des causes, mais que les gens sont tellement élevés en émotion que là, par contre, si tu réponds pourquoi trop tôt, ça va pas passer. Parce que le premier truc à faire d'abord avec quelqu'un qui vit une émotion débordante comme la colère, c'est d'abord lui dire on va voir le pourquoi, d'abord raconte-moi ce qui se passe. Et puis lui dire
plutôt que d'essayer de justifier le retard de l'autre, commencez par dire bah oui, je comprends, vous êtes pressé de démarrer votre chantier, vous avez bloqué votre matinée, bah oui, j'imagine ce serait à votre place, je serais chaud aussi. Et c'est seulement à partir du moment où tu as commencé à pouvoir faire en sorte que l'autre vide sa colère ou son émotion, qu'il va commencer à pouvoir rationaliser et être ouvert non seulement aux causes, mais aux conséquences. Et si je peux te donner un truc, enfin je te le donne, toi tu le pratiques certainement très bien, mais ce que je donne souvent à des commerciaux, c'est de dire, il y a une petite phrase magique que j'aime bien qui est de dire, je pourrais vous expliquer pourquoi, mais ce qui va surtout vous être utile, c'est de savoir comment. D'accord ? Donc, je pourrais vous expliquer pourquoi le gars est en retard, comme je vous ai expliqué pourquoi la compagnie a refusé. Mais la question, surtout, c'est d'abord de savoir comment est-ce qu'on va aller gérer les choses à partir de maintenant. Parce que sur le passé, on n'a plus de prise. Mais sur l'avenir, on en a encore. Et tu vas voir que ça, c'est un point de bascule parce que les gens se disent à ce moment-là, en fait, oui, finalement, que je connaisse ou que je ne connaisse pas les causes, ça n'a rien changé à ma situation. Mais l'avenir, j'ai encore une prise dessus, quoi. C'est des choses que tu pratiques, toi ? Oui, je pratique régulièrement. Et pour revenir sur ton idée des émotions, plus jeune, la tentation, c'était de pouvoir se justifier un peu comme un petit enfant. Ouais. Madame, monsieur, il va se passer... Non, l'énorme difficulté, c'est d'arriver à encaisser l'émotion et accompagner la personne dans sa descente pour éviter l'escalade, parce que l'escalade ne va servir à rien. Tu accompagnes la personne. Et en fait, c'est un truc que j'ai appris avec les différentes étapes de ma vie. Quand j'ai acheté un appart, j'avais plus d'empathie pour ceux qui achetaient un logement. Non pas parce qu'on rentrait dans une sorte de classe, mais c'est parce que je comprenais les émotions que les gens vivaient. Là, pareil quand tu as un deuil, pareil quand tu vas te marier, pareil quand on devient plus âgé. Ou quand je suis devenu indépendant, mon empathie a évolué, non pas parce que je me suis dit « Ah, j'ai compris comment ça fonctionne », non, c'est parce qu'en fait, je comprends le ressenti des gens et ses émotions. Et en fait, quand tu arrives à expliquer ça aux gens qui sont devant toi, ça change la donne. Et moi, je le vois depuis 7 ans que je suis indépendant. Là, les discussions que j'ai avec mes entrepreneurs, le fond ne change pas, mais la forme a solidement évolué. Parce que ça soit des questions avec les avocats, les comptables, les cotisations sociales, c'était des trucs, je me suis dit, oui, c'est un papier à gauche, un papier à droite, ils exagèrent. Et en fait, non. C'est un tout. Et parfois, ça va être un document ou une procédure en plus que tu vas faire qui va faire éclater les gens. Mais en fait, quand tu es de l'intérieur et que tu vis la réalité, tu te fais « Ah oui, je comprends un petit peu mieux. » Et tu leur parles de là où ils sont. Oui. Et c'est vraiment spectaculairement important. Alors maintenant, ça voudrait dire qu'il faut avoir tout vécu avant de pouvoir travailler avec tout le monde. C'est un peu compliqué. Mais c'est ça qui est intéressant. En fait, on peut réussir à faire ça à partir du moment où on essaie vraiment de créer cette volonté de se mettre dans les chaussures des autres, quoi. Il y a un truc que j'utilise souvent, c'est de dire, si tu veux arriver à travailler avec quelqu'un, essaye de comprendre quelles sont les intentions derrière les comportements et tu verras que la plupart des gens, même s'ils ont des comportements qui sont assez agaçants, ils ont des intentions qui sont positives. Et si tu arrives à te rattacher aux intentions des gens en disant, en fait, dans sa réalité, je comprends que ça le... Là, tu peux aller les chercher là où ils sont et les amener et travailler sur ces fibres empathiques. Et le beau truc là-dedans, c'est que pour l'instant, aucune machine au monde n'est prête à faire ça. Et voire même, je suis certain que même si tu mets une IA qui ressemble à un humain et ainsi de suite, je vais pas y croire. Voilà, parce que je ne peux pas me reconnaître dans l'expérience de l'autre. Voilà. Il n'y a pas ce transfert émotionnel, il n'y a pas cette capacité à te croire ou à trouver ton vécu et à comprendre que tu es probablement passé par les mêmes choses que moi, ce qui te permet de mieux me comprendre. C'est d'ailleurs ce que la plupart des patients reprochent à leurs médecins aussi, hein, c'est de ne pas avoir compris. Ils ont une vision mécaniste sur la maladie qu'ils traitent, mais ils n'ont pas forcément été malades eux-mêmes. Et je connais des médecins qui malheureusement ont été malades, qui me disent le fait d'avoir été malade a changé mon regard sur la maladie et sur la façon dans laquelle j'accompagne les patients aussi. Regarde d'ailleurs, pour rebondir sur les questions médicales, regarde comment on aborde la relation avec un patient quand c'est un enfant ou un adulte. Quand je vais à l'hôpital des enfants, tout est expliqué. Tous les actes sont expliqués. On va faire ceci, on va faire cela. C'est fou qu'on fasse plus ça pour des adultes, en fait. Mais j'ai souvent fait la remarque aux médecins quand je vais avec mes enfants. Mais en fait, ça donne pas envie de grandir. Oui, mais ça crée un climat de confiance. Et même moi, même si quand un gamin a eu une commotion cérébrale et que le médecin te dit on va faire ceci, il va faire ça. Et on comprend les actes. Ils vont faire ça. Ok. Un adulte, on est comme au garage, quoi. On prend la clé de 12 et on y va. On ouvre la bouche, on va faire ça. Ou donne-moi ton bras, on va te piquer. Explique-moi pourquoi on fait ça. C'est marrant d'ailleurs parce que tu constateras qu'on utilise toujours le mot pédagogie alors qu'on ne s'adresse pas forcément à des enfants. On dit il faut être un bon pédagogue. Péda à la base, c'est l'enfant. Mais sauf que quand on dit il faut être pédagogue en assurance, pas vis-à-vis d'un client, oui, en fait, on t'explique les choses comme si tu étais un enfant parce que c'est une bonne chose. En fait. On prend plus soin des autres quand ils sont enfants. Super intéressant.
J'ai envie de partir sur un truc peut-être un peu moins marrant, enfin ça va être rigolo quand même, mais pourquoi est-ce que les courtiers perdent des clients? Ah, Je n'ai pas dit toi non, particulièrement, non, mais non, mais c'est une question que je me suis posée depuis longtemps. Il y a plusieurs raisons. La première, et ça je pense que ça c'est la plus difficile, c'est à rester, à être raccord dans le temps sur entre ce que tu dis et ce que tu fais. En fait, au début, dire je vous promets que je vous proposerai autant d'offres différentes, je vous accompagnerai dans toutes les étapes. Le fait de commencer à avoir un chiffre d'affaires qui va commencer à gonfler, 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 parce qu'il y a un roulement à faire que financièrement ça devient rentable, ce qui est le but de toute entreprise, avoir de la croissance. Sans croissance, un business ne peut pas fonctionner. C'est d'avoir une charte qui ne correspond plus à la réalité dans le temps. Ça, c'est honteux. Ça, c'est un premier aspect. Au début, quand c'était le père ou c'était la mère, c'était bien. Puis les enfants ont repris, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'en fait, les valeurs de ton entreprise, indépendamment de la question de la satisfaction des process, hein. Ici, c'est vraiment au niveau des valeurs. tu crois que tu perds des Oui, gens à cause des oui. valeurs ou simplement parce que des engagements sont pas Non, tenus? la question, il y a déjà une question de valeur. Ouais. En fait, ça, c'est un truc que je vois régulièrement. Les 3e, 4e générations de certains bureaux de courtage ne fonctionnent plus parce que les valeurs du bureau ont évolué. Moi, je vais être très transparent. Enfin, mes clients et ceux qui regardent mes podcasts le savent. Personne ne m'a construit. Je me suis construit tout seul. Je me suis construit avec des tripes, une tête et 2 mains. Donc, moi, je suis conscient de chaque étape que j'arrive. Ici, par exemple, je viens d'acheter mes bureaux. Moi, je sais comment j'ai dû travailler dur pour y arriver. Et je vais encore continuer à travailler dur pour que ça fonctionne. Donc, moi, dans le temps, je sais que si je ne respecte pas la charte, les valeurs que j'ai mis en avant dans mon entreprise, mon château de cartes va s'éclater parce que tout simplement, je ne serai pas cohérent et je serai une sorte d'escroc. Moralement. C'était ta colonne vertébrale morale. Voilà, mais encore une fois, c'est moral. Donc, ça n'empêche pas que mon travail, les process, par rapport à la loi, l'FSMA, etc., tout est réglo. Mais moi, moralement, je le vivrais très mal. Ça, c'est la première chose. Mais ça veut dire que tu ne pourras jamais transmettre ton affaire. Si, mais la question, c'est de travailler avec des gens qui me ressemblent et qui ont la même valeur. Et dans mon groupement Aculae, on a ça. Et je m'aperçois qu'il y a même d'autres courtiers qui partagent cette façon de faire, où par exemple un client viendrait de chez eux et que je les connais, et je sais comment ils fonctionnent, ils travaillent, je ne reprends pas ces clients-là. J'appelle mon confrère en disant rappelle cette personne-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être fâché, etc., ou un de tes employés n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait. Parce qu'en fait, on partage des valeurs fortes. Et je suis heureux d'avoir d'autres confrères qui ont les mêmes valeurs que moi. Parce que j'ai pas le monopole des valeurs, etc. Donc ça, je pense que ça, c'est le premier aspect. La question des valeurs. C'est intéressant, tu viens de me faire comprendre, enfin, tu viens de me faire penser à un truc, c'est qu'Aculae, finalement, c'est moins un GIE qu'un GIE. C'est moins un groupement d'intérêt économique qu'un groupement d'intérêt émotionnel. Tu vois, Exactement. une autre façon de considérer le courtage et une autre façon de vouloir le gérer de façon humaniste basée sur des valeurs. Ouais. Exactement. Et le deuxième aspect, et ça c'est souvent là où ça va poser problème, c'est la question de la charge de travail. En fait, oui, la question c'est que tes process dans le temps, moi je le vois, hein, le process que j'avais quand j'avais 50 clients, que j'en ai 100, ou que maintenant j'ai dépassé les 1000 clients, il a fallu revoir mes processus de vente et de gestion parce que tout simplement, si je ne faisais pas évoluer ça, maintenant je ne le fais pas évoluer en réduisant la qualité auprès de mes clients. J'ai dû trouver des systèmes, par exemple, quand un client me dit je veux une assurance auto, j'ai des templates automatiques qui sont envoyés au client en disant voilà, j'ai besoin de ça. Que je l'écrive moi-même ou que c'est un template envoyé, foncièrement c'est la même chose, ces informations-là j'en ai besoin. Donc voilà. Donc ça, j'essaie d'économiser du temps là-dessus. Mais le problème, c'est que si on n'est pas capable d'engager, de déléguer, à un moment donné, on va sur les délais qui étaient à 2-3 jours, vont devenir des délais à 1 semaine, à 15 jours. Et les clients, quand on les a éduqués et adaptés à une méthodologie, et que ça a toujours été comme ça et que ça ne devient plus comme ça va poser un énorme problème. Ça, c'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect, c'est le courtier qui, à un moment donné, se rend compte que s'il revoyait un petit peu ses prix un petit peu à la hausse, ce serait un peu plus confort pour lui. Et on arrive, encore une fois, ça rejoint un peu mon point numéro 1. On a fait certaines promesses et dans le temps, on n'est plus capable de les tenir, ici pour des mauvaises raisons. Ok, donc tu penses que des gens qui augmentent de façon disproportionnée les tarifs, qui profitent d'une espèce d'économie de rente pour pouvoir... Parce que tout simplement, ils se rendent compte à un moment donné qu'il y a soit sur un public un peu fragile ou un public d'assistés.
Se dire, finalement, je tente le coup et on verra. Mais personnellement, moi, je n'envisagerais pas ça. Pourquoi? Parce que comme les clients le savent, c'est le nombre d'avis Google que j'ai, j'explique très clairement. Pour moi, avant même de discuter garantie, etc., quand je reprends des contrats de la concurrence, c'est de regarder qu'est-ce que le client peut gagner financièrement, indépendamment de est-ce que c'est les bons trucs, on regarde ce que le client peut gagner. Et comme j'aime bien expliquer, c'est que les enfants me disent, mais papa, pourquoi tu veux encore réduire le truc? Tu vas perdre de l'argent. Non, la question c'est que, un, moi je travaille avec des gens avec la confiance, et de deux, il faut mieux gagner un peu et beaucoup dans le temps, plutôt que gagner beaucoup et jouer dans un effet comme ça. Ça m'intéresse absolument pas. Moi, je veux une croissance à 2 chiffres comme ça chaque année, et c'est possible quand tu respectes ces règles-là, selon moi. Ouais, mais ce que tu me décris encore une fois, c'est souvent des gens, et c'est toujours la même chose, on quitte parce qu'à un moment donné, des attentes qui soient déçues, que ce soit des attentes au niveau des valeurs, que ce soit des attentes au niveau de la qualité de service parce que on est trop, il finit par y avoir trop de clients à servir et que ça devient compliqué et que tout le monde comme toi ne travaille pas à confier à des outils le soin de s'occuper des choses les plus administratives, ou finalement on avait une certaine forme d'attente au niveau de la tarification et on se sent trahi par rapport à ça. Donc conserver les clients. Par contre, ce qui m'amène à une question intéressante, c'est quoi le check? Parce que tout le monde ne va pas pouvoir prendre une place dans ton bureau et passer une demi-heure avec toi. C'est quoi l'auto-check qu'on peut faire en tant que client d'un bureau de cotage ou d'un courtier qui me fait penser que je suis bien ou pas bien servi? Ah, tu t'attendais pas à celle-là quand même. Non, mais sur la notion du prix, quoi qu'il arrive, on peut pas aller sur cet aspect-là. Pourquoi on ne peut pas aller sur Alors, ce je vais t'expliquer. Alors, j'ai une anecdote croustillante qui est arrivée il y a 3 jours qui m'a bien fait rigoler. Il y a quelqu'un dans la rue que je ne connais pas dans ma rue et qui me dit, ah, mais je pense que je vous ai déjà vu. Je vous ai vu sur les réseaux sociaux. Il me dit, je crois que je vous ai vu sur votre chaîne YouTube. Ça m'a bien fait rigoler. Donc, ça faisait un petit peu starlet. Donc, moi, j'ai une fille qui a 16 ans. Donc, j'ai rentré. J'ai dit, papa, je suis devenu ça. Et puis, le client. Est influenceur, il part à Dubaï. On peut en parler après, c'est marrant. Ou pas. Et donc, le client me dit, le futur client me dit, mais tu sais, je paye X milliers d'euros pour ma BMW X3. Et je lui dis, et puis je lui donne l'exemple très simple. En 30 secondes, c'est plié. Cet X5 que tu me montres, moi, je peux te faire une offre, par exemple, à 1500 ou une à 3000. Ouais, mais je vais prendre ça à 1005. Pourquoi la 1005 et pourquoi l'autre est à 3000? Ah, c'est la 1005, tu as une franchise de 2500 euros. À 3000, tu as une franchise anglaise de 750. Donc, ça veut dire que si ton dégât dépasse 750 euros, la compagnie paye dès le premier euro. Ces deux approches, l'assurance, on couvre le véhicule. Dans les deux cas, on les couvre de la même façon en termes de valeur, mais dans un cas, on prend une franchise fixe élevée, l'autre, on prend une franchise anglaise. Donc, ça dépend où est-ce que tu mets ton curseur. Donc, la question de est-ce que je suis dans le bon ou pas dans le marché, tu vois, rien que sur cet aspect de franchise, ton château de cœur va tomber. Puis après, tu as toutes les attentes qui vont être connexes en termes d'indemnisation, en termes de prestige aussi de compagnie. J'ai des clients qui ne jurent que par une telle ou telle compagnie. Donc, arriver à faire son benchmark, il faut vraiment se retrouver avec quelqu'un qui aurait la même maison, la même voiture que toi, le même âge, le même historique. Donc, ça commence à devenir un peu compliqué d'arriver à compenser. Maintenant, en entreprise, c'est un peu plus facile. Dans 2 cas, 2 entreprises de construction, tu as le même nombre d'ouvriers si tu les payes à la même masse salariale, sauf si tu arrivé beaucoup de tuiles. Là, on s'est comparé, parce qu'on est sur des choses équivalentes. Oui, mais comment moi, si tous les cas sont si indépendants, uniques que ça, quelles sont les bonnes questions que moi je vais me poser en tant que client? La première, est-ce que tu sais ce que tu as signé? Tout simplement. Tu sais très bien qu'on va être 99,999% de gens répondre absolument pas. Oui, mais ça, c'est un énorme problème, c'est que ça veut dire que tu es conscient dans quoi tu t'es engagé. Tu vois? Pour connaître le métier, certainement pas aussi bien que toi, mais tu sais très bien que la 3/4 des gens qui franchissent sur porte savent même pas ce qu'ils ont comme produit ailleurs. Oui, je sais bien. Parce que le temps a fait les choses, parce qu'il y a des trucs que tu as signés quand tu avais 18 ans, 25 ans, 35 ans, 45 ans, que tu te retrouves parfois à des doubles couvertures sans arrêt. Et donc, je crois que la plupart des gens sont totalement inconscients de ce qu'ils font. Et je vais même aller plus loin. Je pense que certains clients vous payent, vous les courtiers, pour continuer à être relativement inconscients de ça, parce qu'en clair, ils disent, moi je paye mon courtier, lui est conscient de ça, moi j'ai pas à m'en occuper. Ah oui, mais sauf que moi je vois pas les choses comme ça. Mais c'est intéressant. Mais ça, c'est maintenant, le truc pour pouvoir être sûr que tu es dans le bon benchmark, c'est de se dire, c'est de mettre, et ça c'est comme ça que je fais avec mes clients, c'est de dire, voilà,
vous êtes un client particulier, s'il y a le moindre changement, vous m'avertissez. Première chose. Moi, avec les réseaux sociaux, je mets régulièrement des publications, je fais des mailings, donc pour essayer aussi de faire des piqûres de rappel à gauche, à droite. C'est quoi les changements sur lesquels il faut t'avertir? Un changement de législation, par exemple. Mhm. Des nouveautés en termes de type de produit que tu pourrais avoir, qui pourraient arriver. Et là, soit tu suggères de la nouveauté, soit ta vie a fait que tu as changé sur tel ou tel aspect, soit au niveau financier. Par exemple, si tu es plus large financièrement, à 50 ans plutôt qu'à 30, si tu es plus large financièrement, tu as peut-être acheté des trucs que tu n'avais pas à 30 ans. Est-ce que tu t'es pensé, ou tu as eu des héritages ou d'autres choses, est-ce que tu as pensé à revoir la copie? Il y a des gens qui ne le font pas, je le sais bien. Et moi, mon job, c'est régulièrement, de challenger mes clients, de dire, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir là-dessus? Est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait checker ça? Et en fait, moi, j'ai l'honnêteté de le dire, à mes clients entreprises, tous les trimestres, il y a une piqûre de rappel. Tous les trimestres? Ouais, pour les entreprises. Pour les particuliers, je ne peux pas. C'est impossible. Surtout si tu en as 1000. Mais ce n'est pas possible. Par contre, ce que je dis aux clients, moindre changement, vous vous souvenez, j'avais expliqué ça. On appelle Bibi. Et Bibi regardera. Oui, il m'avait parlé de tel ou tel aspect. Ok, oui, en effet, il faut revoir tel contrat, il faut revoir ça. Et en fait, je pense que et c'est pour ça que j'aime bien cette logique de partenariat et que j'explique clairement dès le départ, c'est que si tu travailles main dans la main avec les gens, moi, je continuerai à devenir la meilleure version de moi-même en connaissant plus de choses dans le temps qui vont me permettre d'être encore plus performant pour mes clients. Mais à côté de ça, aux clients, moi, je peux pas aller toquer aux portes de tous mes clients en disant « tout va bien, là, les choses ont changé ». Tu ne peux pas. Ça veut dire que en dehors des clients entreprises, tu as un cycle, une régularité. Je ne parle pas d'un trimestre, mais où c'est à la demande. Ça, là, ça peut être à la demande. On établit un agenda. Si, par exemple, j'ai un client qui me dit moi, j'achète régulièrement une voiture ou je fais régulièrement des investissements et j'en reviens dans le temps, que ça soit en couverture d'essai ou autre chose, avoir un truc, on met un template. Mais ça, je sais le faire. On peut prendre un agenda. Tu vois, tu peux établir un agenda avec chaque client. Hein. Donc, chaque client me dit… C'est quoi voilà, il faut aller 2 fois par an chez le dentiste, 1 fois par an chez le généraliste, 1 fois, bienvenue à la cinquantaine, 1 fois tous les 3 à 5 ans, passer des examens encore plus marrants. C'est quoi le bon cycle d'un diagnostic pour un courtier quand on est, par exemple, simplement particulier? 2-3 ans. Tous les 2-3 ans. 2-3 ans? Tous les 2-3 ans. Sauf s'il y a un changement radical dans ta vie professionnelle, avec tes enfants. Mais si tu n'as pas un changement brutal, tous les 2-3 ans, une entreprise, au minimum 1 fois par an. Au moins 1 fois par an. Est-ce que tu prends le lead de ça? Enfin, je te pose la question parce que moi, je conseille ça à mes clients. Je conseille d'être rigoureux là-dessus, de prendre les devants et de dire, même si tu ne dois le voir qu'une fois tous les 2 ans, prends rendez-vous à 2 ans et dire, voilà, avant qu'on se quitte, Michael, on se voit quand en 2020, voilà, même si c'est à 2 ans de là, c'est très bien, au moins c'est fait. Oui, c'est ce qu'on fait. Voilà. C'est ce que je propose parce que, après, moi, je téléphone aux clients où je les vois, tout va bien, il risque des changements et que le client te dit, tout va bien. Encore une fois, et que ça ne serait pas le cas, tu vois, moi, je propose. Mais la question, c'est que moi, moralement, j'essaye de motiver les gens à se dire, envisageons le futur en connaissance de cause. Quand tu es entrepreneur, tu n'as pas envie que les choses viennent à se cracher, donc tu t'apprends plus ou moins de protection suivant tes capacités, suivant tes envies, etc. Mais encore une fois, je pense que c'est une question de conscientisation. Quand tu expliques clairement les choses aux gens, après, ils font des choix. Tu le veux pas. Mais ça, c'est autre chose. Mais une phrase que je ne supporte pas, et c'est devenu quasiment un petit peu comme l'école de Platon, ici sans connaître les mathématiques, chez moi, la règle, c'est je ne veux pas entendre la phrase « vous ne me l'aviez jamais dit, je ne le savais pas, si j'avais su, on aurait fait… » Non, j'ai proposé de disposer. Quand vous allez dans un supermarché, on ne demande pas d'acheter tout ce qu'il y a dans le magasin. Hein. Je montre ce qu'il y a dans le magasin. Après, si tu t'accroches au rayon alcool et qu'après, tu as une cirrhose du foie parce que tu as fait que picoler, à un moment donné, tu as dû te poser des questions. Maintenant, tu prends un petit peu dans chaque truc et après, tu payes en âme et conscience en disant je prie tel ou tel produit parce que ça correspond à mes attentes de maintenant. Time, quoi. Ok. Moi, encore une fois, je pense que tu fais un métier, et là, je parle de tous les gens qui font du courtage, mais aussi ce que je vais appeler de la banque de proximité, donc du vrai retail, où tu vois les gens, du conseiller patrimonial, du CGP. C'est des métiers qui pour moi, sont aussi importants qu'effectivement un bilan médical régulier. Et quand j'ai des clients qui me disent « Ouais, mais attends, si je fixe une échéance à mon client tous les ans ou tous les 2 ans et que sa situation n'a pas changé », je dis « Mais au moins, tu auras fait progresser la relation. »
au moins tu auras discuté café, vinyle, BD, mais tu n'es pas obligé tout le temps d'avoir des transactions pour faire progresser la relation. Et la relation, comme elle continue à maintenir la confiance, le partage des valeurs, le calibrage des attentes et ainsi de suite, c'est ça qui va te maintenir tes clients fidèles. Et ça fait même gagner du business. Oui, Je évidemment. donne un simple exemple. Je me suis fâché avec une compagnie, je ne vais pas la citer, et je transfère mes contrats. En transférant les contrats, je dis à la compagnie, voilà, je ne veux pas une simple équivalence, vu qu'on travaille sur du volume, je voudrais que tous mes clients entre 15 et 25% de remise. Compagnie qui reprend ça me dit, t'es complètement fêlé. C'est 15 ou 25% de chiffre d'affaires que tu n'as pas. Je dis, non, la question, c'est pas ça. La question, c'est que, en montrant au client et en faisant ce screen, que je me rende compte qu'on sait réduire encore les choses, ça va renforcer la confiance. Alors, la compagnie me dit, C'est un investissement dans leur fidélité. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, les clients qui ont reçu ça, ils reçoivent un mail en s'attendant, ouf, encore on va payer plus cher. Non, on va payer moins cher. Et j'explique la raison du pourquoi, sur les garanties, sur les avantages qui étaient générés par la compagnie qui reprend ça. Qu'est-ce qui se passe en termes de confiance? Les clients derrière m'ont fait une publicité de dingue. Je ne m'attendais pas à ce point-là. C'est moins 15 sont transformés en plus 40. Hein. Tout ça. Et je raconte ça non pas en mode successful, et ça marchera toujours comme ça. Mais la question, c'est que les gens se disent, il est raccord. Quand on a commencé avec lui il y a 7 ans, nous me connaissait avant, il a toujours été comme ça, en fait. Et ce qu'il dit, il le fait, tu vois. Et dans le temps, ça ne peut faire que marcher. Maintenant, la question, c'est combien de temps ça mettra pour fonctionner, mais dans le temps, garder une ligne de conduite, je dirais, cohérente, ça peut être que bon. Oui, c'est comme disait l'autre, c'est pas l'eau qui creuse la montagne, c'est le temps. Pour moi, tu sais, on en a parlé il y a très longtemps, mais je suis un grand fan de Simon Sinek pour le why, mais je suis aussi fan d'un autre concept que Sinek a développé qui s'appelle le The Infinite Game, le jeu infini. Et donc, il dit simplement, les gens ont tendance à considérer que les jeux sont des jeux finis ou infinis. Et la plupart du temps, on considère que les jeux sont finis. La vente, c'est un jeu fini. C'est t'as un besoin ou t'as une demande, j'ai un produit, tu me files du pognon, je te file le produit, je finis. Et il défend dans ce bouquin, The Infinite Game, l'idée qu'en fait, non, on est pris dans des jeux infinis. Parce que même si je t'ai vendu un produit une fois, tes besoins vont évoluer, mes produits vont évoluer, on va avoir une relation dans le temps. Et en fait, la vente et la relation client sont des jeux qui sont perpétuels. Et quand je m'inscris dans ce cadre infini, qui est encore renforcé encore plus par l'existence des réseaux sociaux qui gardent la mémoire, du fait qu'avec WhatsApp, tu peux discuter presque avec 400 personnes, alors qu'il y a encore 20 ans, c'était complètement impossible d'avoir un coup de fil avec 400 personnes par... Voilà. C'est devenu des jeux infinis, votre réputation va vous suivre, enfin, ta réputation va te suivre toute ta vie, et toute ta vie, tu capitalises. Même quand je forme des commerciaux aujourd'hui, ou même des chargés de relations clients, et que je leur dis, les gars, vous devez travailler sur établir un bon relationnel avec vos clients, je dis, si vous ne faites pas pour votre employeur parce que vous ne l'aimez pas, parce que ça arrive que de temps en temps, dans une salle de formation, j'ai des gens que je suis obligé de former et qui n'aiment pas leur employeur, je dis, faites-le au moins pour vous, parce que toutes les relations que vous allez créer aujourd'hui, demain, après-demain, et ainsi de suite, ça constitue votre réseau, ça constituera votre première force de frappe. Donc vous avez intérêt à être bon tout le temps vis-à-vis de tout le monde. Et pour une autre raison aussi, hein, c'est que si tu gardes pas cette ligne de conduite claire, il y a une image que j'aime bien donner à mes enfants régulièrement, c'est dire, moi je ne changerai jamais de trottoir quand je suis face à quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Parce que tu sais, quand tu vas au travail, tu mets pas une tenue. Hein. Toi, une tenue, je suis devenu l'escroc. Toi, je mets mon masque d'escroc et je fais mon truc. Et je rentre à la maison, je deviens le mari aimant et j'aime mes enfants. Moi, les relations sont différentes parce que ça n'a pas le même lien, mais les finalités sont les mêmes. La question de la communication avec tes enfants, avec ta femme, c'est la même chose qu'avec un client. Pas pour les mêmes raisons, mais en soi, pourquoi commencer à dire je vais mettre des barrières ou je vais raconter les choses différemment parce que c'est qu'un client? Les choses sont exactement les mêmes. C'est marrant, dans une formation il n'y a pas longtemps, je travaillais avec des gens qui ont un super réseau d'installateurs de proximité sur les clôtures à assemblage d'extérieur, parc, jardin. Et un argument, parce qu'ils aiment bien leur implémentation locale, ils sont un peu plus chers que les autres, mais ils font un super travail. Et ils ont des concurrences qui, en général, sont des boîtes qui font travailler des gens qui ne sont pas d'ici, qui sont des boîtes qui n'ont pas une réputation géniale, mais qui ne sont pas chères. Et vraiment, un de leurs arguments de vente, c'est de dire quelque chose du genre, je veux dire, on est un peu plus cher que les autres, mais il y a une certitude, c'est qu'on habite le même quartier que vous.
Ça veut dire que demain, effectivement, vous allez me recroiser dans la rue et que la seule chose que je veux, moi, c'est de ne pas avoir à changer de trottoir. Voilà, parce que moi, ma notoriété, c'est mon premier axe de vente. Je tiens pas à devoir déménager de village. Voilà, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, parce que si vous faites travailler des gens, vous savez pas d'où ils viennent, parce qu'ils viennent d'un autre coin de la ville ou d'un autre coin du pays et qui font un travail et qui s'en vont, ils n'ont pas le même engagement moral à vous faire réussir. Alors certes, ils vous coûtent un peu moins cher, c'est vrai, mais ils sont pas engagés de la même façon dans la notoriété et dans votre Et satisfaction. pour aller dans le sens de ce que tu dis, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé comment c'était possible dans le temps que je reste dans mon bureau qui est dans un entresol, qui est dans une cave. Et en fait, on m'a expliqué, en fait, on s'en fout du lieu. La seule chose qui compte, c'est que depuis le temps qu'on te connaît, tu as toujours été dans la même ligne de conduite et tu as toujours été respectueux. Et je pense que quand tu es humaniste, tu acceptes de revoir les choses dans le temps. Et que quand tu te trompes, tu oses dire aux gens, je me suis planté sur tel aspect, c'est de ma faute, hein, je me suis trompé. Et les gens disent, et vous l'admettez? Ben oui, parce que tout simplement, si je ne faisais pas ça, je ne serais pas cohérent avec moi-même. Et souvent, les gens se disent, ouais, il va raconter une carabistouille, c'est la poste, c'est l'ordinateur, c'est un gestionnaire. Non, je me suis trompé, je n'ai pas compris. Et je pense que le nombre de fois où je me suis planté, que j'ai dit au client, on va trouver une solution, je m'arrangerai, les gens disent, ah oui, en fait, il donne le maximum, ça reste un humain, et quand il y a quelque chose qui ne va pas, il le dit. Et là, je pense que les gens se disent, ah, en fait, c'est quelqu'un d'entier, hein, quelqu'un de vrai. Ça ne plaît pas à tout le monde, hein, mais tu vois, là, cette logique de... Bah, tu reviens à aimer ses clients, c'est-à-dire Oui. qu'il faut que tu trouves des gens qui sont capables de comprendre tes valeurs et qui ont envie de bosser avec toi parce que t'es toi. Voilà, donc il faut qu'ils t'aiment en retour aussi. Il faut que l'affection, elle tourne à deux, Exactement. quoi. C'est marrant parce que moi, je donne toujours un triptyque. Je reviens au tout début de ce que tu as dit, et, c'est tellement flagrant. Moi, et je l'ai écrit dans un article, je te le filerai d'ailleurs. C'est le triptyque pour moi du vendeur qui vend sans technique. Pendant très longtemps, j'ai dit l'élément principal d'un bon vendeur, d'un bon commercial, c'est qu'il est foi en ce qu'il fait. Et puis pendant très longtemps, je m'étais arrêté là en me disant il faut avoir la foi, il faut cultiver la foi. Et puis je me suis rendu compte que la foi, elle était triptyque. La foi, elle repose sur trois trucs. Je ne parle pas de la foi chrétienne ou de la foi religieuse, hein. Mais la foi, elle repose sur trois choses. Et ça va te faire marrer. La première condition, c'est aimer ce qu'on vend. La deuxième condition, c'est aimer ceux auxquels on vend. Et la troisième condition, c'est s'aimer soi-même. Voilà, point barre. Et une fois que tu as les trois, bah, ça tourne en fait. Une fois que tu as les trois, tu arrives à parler sans frein et sans barrière de ce qui t'anime, parce que tu as envie de faire du bien aux autres avec un truc que tu sais être bon et avec lequel tu n'as pas de problème moral à te faire payer en retour. Et tu vas voir que s'il y en a un des trois qui dévisse, les autres foutent le camp. Je connais plein de commerciaux qui aiment bien les gens, qui s'aiment bien eux-mêmes, mais qui vendent quelque chose dans lequel ils ne croient pas. Donc ils n'aiment pas ce qu'ils vendent. Le problème, c'est comment tu fais pour vendre quelque chose dans lequel tu ne crois pas à des gens que tu aimes bien? Qu'est-ce qui va se passer? Soit tu dois le vendre à des gens que tu n'aimes pas, donc déjà la deuxième condition, elle te fout le camp, ou alors tu es obligé de te détester toi parce que tu vends un produit dans lequel tu ne crois pas à des gens que tu aimes. Ça se casse la gueule. Les coachs et les thérapeutes avec lesquels je bosse de temps en temps, et j'ai fait moi-même une formation de 3 ans en thérapie, et je le vois très bien, quand ils choisissent ce métier de thérapie, ils croient beaucoup à ce métier, ils aiment ce qu'ils vendent, ils croient beaucoup à l'autre parce que c'est les amoureux de l'autre, mais en général, quand tu choisis cette voie, c'est aussi parce que tu as un petit travail à faire sur toi-même, et parfois tu as un petit manque de confiance, une petite blessure de toi qui t'empêche à la fin de tendre la main et de dire voilà, la séance c'est autant, ou je me fais payer. Et ils finissent par pas gagner assez, détester ce métier parce que ça les nourrit pas, ou détester les clients qui mal les payer. Alors quelque part, c'est leur blessure en eux qui est validée, quoi. Et je connais aussi des vendeurs super bons techniciens qui adorent ce qu'ils vendent, qui s'adorent eux-mêmes, mais ils aiment tellement leur technique qu'ils sont un peu méprisants vis-à-vis des autres. Voilà. On en connaît, que ce soit dans le monde de l'assurance ou dans le monde de la vidéo, j'en sais rien. Et ils finissent par avoir l'impression de vendre des perles à des cochons parce que les gens comprennent pas ce qu'ils vendent, et de nouveau, ça se casse la gueule. Et cultiver les trois, c'est vraiment pour moi le fondamental. Toujours essayer de travailler avec des gens que j'aime bien, avec un produit dans lequel je crois et je suis fier de porter, et toujours en me nourrissant aussi, je parle pas d'ego, hein, mais juste en nourrissant une conviction que ce que je fais est fondamentalement juste et bon, et à ce moment-là, effectivement, on vend sans peine, quoi. Ça te correspond assez. Tu parlais tout à l'heure encore de script de vente. C'est étonnant dans ton vocabulaire, parce que justement, tu es tellement humaniste et naturel que je ne me serais pas attendu à t'avoir sur de la tech de vente et du script de vente ou du schéma de vente. T'as ça? Oui, en fait, il y a en 2005, quand j'ai commencé à bosser pour Dexia, l'administrateur délégué de l'époque m'avait dit tu es un excellent commercial, mais il y a un truc qu'on va devoir t'apprendre,
c'est des techniques de vente. Et quand j'ai entendu le mot technique de vente, c'est quelque chose qui en soi me pose un énorme problème. Ouais. Parce qu'en fait, je me suis dit, si on prend une technique, ça veut dire que derrière, on va usurper, arnaquer les gens. Hmm. Et en fait, pas du tout. En fait, quand j'ai compris le mécanisme du cerveau, comment les gens fonctionnent, les typologies de clients, avec les couleurs et autres, je me suis dit, mais en fait, si je l'expliquais aux gens, enfin, pas de dire que toi, tu es un bleu ou un jaune, c'est pas ça, mais de fait d'utiliser ce vocabulaire un peu technique pour expliquer les choses aux gens. Par exemple, quand un dirigeant d'entreprise, ce qui m'arrive souvent, c'est de leur dire, vous savez, vous avez toujours la tête dans le guidon, on discute du up-to-date, mais vous avez déjà pris la distance, vous avez déjà fait la vue du balcon en se disant, est-ce que foncièrement, ce qui est là, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que je prends la bonne direction? En soi, c'est une technique, c'est un biais technique, c'est de se dire, prendre du recul sur ton business. champ. Pareil avec d'autres clients, où là, je le dis pas comme ça, mais c'est ça qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui tournent en rond en permanence. Donc, il faut utiliser la technique de la pince et les resserrer en disant, OK, je comprends ce que vous dites, on a discuté de cet aspect, je comprends qu'émotionnellement parlant, ça soit embêtant, mais maintenant, j'ai compris, il faut qu'on avance parce que dans 2 heures, on sera quand même à faire ça. On doit quand même aller par là. Pour citer un autre Faucon célèbre, soit tu sors, soit je te sors, mais il faut qu'on prenne une décision. C'est exactement ça. Oui, mais c'est ça. Ouais, mais tu vois, mais ça, par exemple, c'est aussi un truc important. Et où le fait de poser la question pour savoir si que le client dit, en reformulant avec des phrases classiques, hein, du genre, si je vous ai bien compris, enfin, c'est des trucs qu'on t'apprend en technique de vente. Ouais. Mais encore une fois, c'est la tech qui est à notre service. Et c'est ce que j'aime bien dire à mes clients, et même aux gens, quand ils m'interrogent sur pourquoi mon business fonctionne bien, c'est tout simplement que ce sont des outils qui sont là à mon service. Tous les jours, je n'utilise pas un marteau ou un tournevis, mais je sais qu'à la maison, quand j'ai besoin de clouer quelque chose, j'ai un marteau. Quand j'ai besoin de mettre une vis, j'ai un tournevis qui va avec, ou un ensemble, s'il faut petit, grand, etc. Mais en fait, une fois que tu as compris ça et que tu gardes le triangle que tu as donné tout à l'heure, tu ne peux aller que vers du mieux, parce que tout simplement, tu essaies de te faciliter la vie et c'est là pour t'aider en fait. C'est pas ça qui va faire que tu vas vendre, c'est ça qui va te permettre, qui va être une partie d'un tout. Ah, mais je pense que tu as besoin de structurer ton activité. Moi, j'ai passé ma vie à essayer de structurer mon monde. C'est pour ça que je suis arrivé à fignoler Marcelo Scope, c'est toutes les étapes. Et la technique n'empêche absolument pas la relation, l'humanité. Au contraire, ça la rend encore plus efficace, quoi. Ce qui est juste gênant, et c'est ce que tu as dit tantôt, c'est les gens qui utilisent la technique, mais qui n'aiment pas les gens. Et quand tu vas dans certains petites demandes ou de services, on voit les gens qui vous expliquent le truc, et moi qui suis foncièrement commercial, j'ai du mal parce que je me dis, waouh, j'ai compris, je sais où tu vas m'amener, je sais où est-ce qu'on va. Ça, je l'ai compris, pas de problème. Mais on sent que derrière, t'es animé par rien. J'ai pas le sentiment que c'est dans mon intérêt. Ouais, et tu as l'impression qu'il y a un truc, et je sens qu'il y a un truc qui va pas. Par contre, et à l'inverse, et ça c'est peut-être mon défaut à moi, c'est quand tu es quelqu'un qui comme moi, un grand jaune, qui commence à raconter, expliquer. Moi, je vais être admiratif, je dis, waouh, c'est génial, avec le risque de dire, t'es sûr que tu prends une bonne décision? Parce que finalement, est-ce que c'est pas le côté humain qui a tout retourné? Donc, c'est là qu'il faut un équilibre. Je dis toujours à mes clients, parce que je travaille principalement pour des entreprises, tu sais, je dis toujours à un moment donné, moi, je suis obligé de tomber un peu amoureux de votre business, parce que si j'apprends pas à l'aimer et à l'apprécier, je vais pas pouvoir le défendre vis-à-vis de vos commerciaux. Et je sais très bien, mon métier est particulier. Je peux avoir un directeur commercial ou général qui me dit, il faut former mes gars. Mais si je débarque en salle, je vais avoir 10 commerciaux et eux, ils se prennent des refus, des rejets, ils sont convaincus que leurs prix sont pas bons. Et je dois être investi moi-même d'un certain amour pour leur entreprise. Et d'une certaine admiration pour ce qu'ils font, pour pouvoir leur dire, non les gars, ce que vous faites est formidable, il faut y aller et éveiller cette part de moi qui va permettre de transférer l'émotion. J'en reviens aux couleurs. Donc, tu as été formé aux couleurs, j'entends. C'est marrant parce que c'est une pseudo-science, on est d'accord. C'est un truc. Il n'y a pas que 4 cases, il n'y a pas que 4 cases. Voilà, non seulement ça, mais méthodologiquement, on est plus proche de l'horoscope. Pardon à tous ceux qui croient à l'astrologie, mais on est plus proche de l'horoscope et de l'astro que de la vraie science. Et moi, j'ai toujours une partie de mon cerveau qui bug parce qu'en même temps, je suis formé au DISC, je suis formé au MBTI, je suis formé à la Processcom, et en même temps, je sais que c'est des approches de pseudo-sciences un peu bizarres, mais elles ont tout un intérêt. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, tu vois, c'est un peu comme l'histoire du chou ou de la cigogne pour expliquer comment on fait des enfants. Il y a une forme de réalité là-dedans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est des outils qui, même s'ils ne sont pas méthodologiquement parfaits et sourcés,
t'oblige à regarder l'autre. Mhm. Et t'oblige à regarder l'autre pour ce qu'il est et essayer de le comprendre. Et je me fous qu'on ait des modèles à 4 cases, à 4 couleurs, à 8 personnalités, à 16 personnalités. Du moment qu'à un moment donné, tu as un outil qui te permet d'arrêter de regarder ton produit et de commencer à te dire, mais qui est-ce que j'ai en face et comment est-ce que finalement, plutôt que de vendre de la façon dans laquelle moi j'aimerais qu'on me vende des trucs, je vais essayer de m'adapter à la façon dans laquelle lui voudrait acheter. Et c'est fondamentalement ça que je trouve génial dans ces outils. Et c'est pour ça que je recommande toujours à n'importe quel sales commercial, mais aussi n'importe quel patron d'entreprise, de se former bien sûr à la vente, à la relation client, mais aussi à un de ces outils, parce que ça te donne une dimension dingue. Et tu en parles toi-même, je suis méga jaune, ça nous identifie, c'est génial, et ça nous permet de mieux comprendre l'autre. Par quoi est-ce qu'on conclut, Michael? On va conclure sur le fait que j'ai plein d'espoir que des gens comme moi qui aiment ce qu'ils font, il y en a beaucoup. Il faut qu'on arrête de dire que commercial, c'est pas bien. Commercial, c'est quelque chose de très bien. Et j'espère que ce qu'on a discuté aujourd'hui, soit va inspirer, motiver ou rassurer certaines personnes qui ne sont pas seules. On est avec vous. Ouais. T'as pas l'impression qu'on est un peu dans l'utopie? Parce que moi, j'ai l'impression qu'on est, on est de plus en plus, quand on pense comme ça, on est de plus en plus vu comme des gentils bisounours dans un domaine, dans un monde qui est de plus en plus tendu, violent, où les gens se parlent de moins en moins, où ça devient compliqué. T'as qu'à allumer ta télé pour voir où on Moi, en est j'allume plus. aujourd'hui. C'est quoi? Moi, j'allume plus. Moi, j'ai arrêté. Ça m'interroge. Pourquoi? C'est une discussion que j'ai avec des gens. Je comprends le réflexe. En même temps, je comprends le réflexe des gens qui sont accros H24 aux chaînes d'infos continues, au scroll avec l'actualité. Au contraire, je comprends aussi le fait de vouloir s'en couper. Mais ni l'un ni l'autre ne sont des solutions. Non, la question, c'est que moi, je veux éviter de tomber dans la psychose ou. Tu sais, il y a une phrase d'Ayam que j'aime bien qui dit pourquoi on raconte pas que tout va bien aux infos, tu vois. À un moment donné, je sais que c'est utopique de dire ça, mais pourquoi je sais que le cerveau humain, et je sais comment ça fonctionne, c'est de notre côté reptilien, on aime bien les mauvaises choses, parce que il y a une sorte d'envie de voir, quand tu le vois sur l'autoroute, quand il y a un accident, les gens s'arrêtent pour regarder, voir ce qu'il y a. Moi, j'arrive pas à comprendre, je me dis, mais il y a peut-être des gens morts, et puis, non, stop, moi je continue, je travaille dans un source si je peux aider, mais le fait d'arriver à être plus positif, de ne pas rentrer dans le chemin des autres, c'était devenu un leitmotiv pour moi. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai abandonné le tralala pour aller vers l'authentique, que ça plaise ou que ça plaise pas. Parce que justement, moi, je crois foncièrement en l'humain. Il y a encore beaucoup de gens qui sont très bien et qu'on peut arriver à avoir un peu cette folie que j'ai. Et en faisant du bon business, tu vois, je terminerai par la chose suivante. J'accompagne pas mal d'entrepreneurs dans les coopératives d'activité. Il y a quelques années, on m'avait dit, ce que tu fais, ouais, c'est une singerie éthico, bobo, machin. Bisounours. Ouais. Mais en fait, maintenant, j'ai des compagnies d'assurance qui pleurent pour travailler avec moi parce qu'ils se rendent compte que c'est un business très bon et très profitable. Oui, que tu as des bons clients. Et moi, derrière ça, je ne l'ai pas fait pour ça. Moi, je l'ai fait parce que foncièrement, je crois dans ce projet-là. Ça me ressemble par rapport à moi en tant qu'entrepreneur et indépendant. Et donc, moi, je veux aider les gens qui se lancent à leur proposer de l'aide, les accompagner, tout ça. Et je ne le fais pas pour l'argent. Je le fais parce que j'aime l'argent, mais j'aime les gens. Mais à un moment donné, oui, on doit chacun manger et il faut que ton entreprise fonctionne. Je dois pouvoir mettre du chauffage à la maison, je dois payer mon crédit. Mais je ne le fais pas pour les mauvaises raisons, je le fais pour les bonnes raisons. Et je pense que quand tu travailles, et je ne sais plus où j'avais lu ça, si tu travailles en aimant les gens et ce que tu aimes, l'argent ne sera pas le but, mais ça va en être la conséquence. Oui, bien sûr. Et ça arrivera automatiquement. L'argent n'est pas la. Je pense que c'est Sinek qui dit ça. C'est Sinek qui dit ça. L'argent, en clair, c'est jamais qu'une conséquence. C'est pas le but premier. Tu peux pas poursuivre avec ça. On est d'accord. Et je reviens sur l'idée de se couper. Enfin, c'est pas qu'on a une curiosité malsaine à un truc. C'est ce que tu décris. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Tu le connais, mais la cause, elle est très simple. C'est que pendant les 299 000 ans, l'information « je vais bien »,
elle est assez peu importante pour ton cerveau. Par contre, l'information, Nicolas s'est fait bouffer par le tigre à dents de sabre de Harley, elle est vachement importante parce que si je l'ai, je survis. Et si en plus je distribue la mauvaise nouvelle, tout mon groupe survit. Et bien sûr, c'est pas rationnel et conscient, c'est ton cerveau inconscient qui fait ça. Mais du coup, on est tout de suite intéressé par de la nouvelle négative, simplement parce qu'elle représente un potentiel de survie. C'est un avantage adaptatif, en fait, qui n'a plus de sens aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de tigre à dents de sabre à Harley et parce que tu as un frigo plein. Ouais, je te dis pour ce que tu sais. Mais c'est ça le truc fondamental. Et donc, il y a pas mal de gens qui me disent, ouais, les médias sont anxiogènes. Je dis, non, en fait, c'est toi qui es anxiophile, mon pote. Tu le sais pas, mais c'est toi qui as besoin de ta dose parce que ça t'excite. Si je te mets Oui, à la plage sur Netflix en 9 saisons en continu, il n'y a personne qui va le regarder. Tu vois, par contre, Breaking Bad, ça cartonne, Game of Thrones, ça cartonne, c'est horrible. Et même mieux, j'ai des gens qui me disent, ouais, moi, c'est horrible, le monde a tellement mal, je me suis coupé des chaînes d'infos, je regarde plus la presse. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Ah, il me dit, mais je suis sur la saison 2 de Squid Game. J'adore. Donc, tu vois bien que ça correspond à des mécanismes très profonds parce que tu veux pas voir la réalité, mais tu vas regarder 456 types qui se butent les uns les autres. Voilà. Et j'en arrive à une conclusion, moi, qui est vachement importante. Et je dis toujours à mes commerciaux ceci, j'ai retenu un truc, c'est que le négatif se répand, le positif se cultive. Il n'y a pas d'effort à faire pour répandre le négatif. Tu vas sur Radio Machine à Café ou Radio Cendrier de n'importe quelle entreprise et tu vas voir les vendeurs, les commerciaux, les employés dire « Ah, c'est la merde, ça va pas, il y a les clients qui flambent. » Et tu vas voir leur manager qui va me dire « T'as vu, ils sont négatifs. » Je dis « Bah oui. » Mais en fait, leur cerveau fonctionne bien, en fait, si tu comprends le truc. Le problème, c'est que toi, tu n'es pas assez positif. Plutôt que de les fustiger des négatifs ou leur interdire de colporter des mauvaises nouvelles, tu devrais saturer sur le nombre de bonnes nouvelles qu'on a et qui sont importantes à prendre conscience, qui sont hyper importantes à mettre en avant parce que personne ne le fait. Et si tu as des commerciaux qui passent le temps à te dire on est cher, puis la concurrence elle est bonne, et ainsi de suite, mais que toi, tu prends les gens par la main en disant je vais te montrer tout ce qu'on a fait de génial, je vais te montrer tous les clients qu'on a sauvés, je vais te montrer tous les dossiers dans lesquels on a été vital, bah, tu recrées de la foi, tu recrées de l'engagement. Je vais juste rebondir là-dessus 30 secondes. Il y a, comme disait ma grand-mère, quand tout va mal, on le dit, et quand tout va bien, on ne dit rien. Et moi, il y a une chose que je fais et que je fais régulièrement et qui choque beaucoup de N+1, etc. dans les compagnies d'assurance. Quand j'ai un gestionnaire qui a fait un truc qui me permet à moi de faire du business, je fais un mail de remerciement. C'est con, ça me prend 1 ou 2 minutes. C'est reçu par le gestionnaire en disant « Ah ouais, mon travail, le vrai objectif de mon travail est récompensé et pas simplement ça c'était pas bien, parce qu'évidemment quand tu travailles les erreurs, plus tu vas faire des choses, plus le potentiel d'erreur est là. Mais c'est surtout le biais de certains patrons qui disent oui, enfin il a dit ça, c'est simplement parce que ça va l'arranger. Donc tu vois, même quand tu essayes de mettre en avant quelqu'un qui a fait quelque chose d'incroyable, qui t'a permis à moi de faire avancer mon business, dans un premier temps, c'est se dire il dit ça, c'est parce que il espère avoir un cadeau la prochaine fois, un avantage. Alors que l'objectif est simplement louable de dire, tu vois, merci pour ce que tu as fait, franchement, c'est top. Et je pense que mettre ça en avant, pas mal de managers devraient... Mais tu vois, c'est toujours la même chose. Ce que tu dis est très vrai, c'est ce qu'on appelle la perception schizophrénique. Tu penses que les intérêts de l'autre, a priori, est divergent de tes intérêts à toi. Pourquoi? Parce que c'est un comportement qui nous a plus souvent sauvé la vie. Quand tu vois un lion, tu ne te dis pas qu'il a les mêmes intérêts que toi. Okay, tu vas pas lui faire « Oh, moi aussi, je dois avoir envie de faire un câlin ». Parce que l'espèce qui pensait ça, elle s'est fait bouffer depuis la nuit des temps. Donc, tu as intérêt, en tout cas sur une raison évolutive, tu as intérêt à penser que l'animal ou l'autre homme en face de toi, surtout s'il n'est pas de ta tribu, il ne veut pas du bien. Et a priori, c'est ce qu'on pense. Et quand tu as un acte généreux vis-à-vis de quelqu'un, son premier réflexe, c'est de dire « c'est un acte intéressé ». Et c'est là où tu peux faire appel aux théories de la négociation de Rapoport, qui lui démontre qu'en fait, dans des jeux qui étaient soit on partage, soit je prends, il mettait 2 adversaires en place, et donc tu as le droit soit de partager, soit de prendre. Si les deux décident de partager, tout le monde part avec une certaine somme. Si les deux décident de prendre, eh bien, personne ne gagne. Par contre, il y en a un qui décide de prendre et l'autre qui partage, c'est celui qui décide de prendre qui part avec le truc. Donc, c'est un jeu d'arnaque, si tu veux. Et donc, il répète le nombre de comportements. Et il se rend compte que le bon scénario, c'est le suivant. C'est dire, je partage, tu prends, c'est pas grave, je vais repartager une 2e fois. Et à partir de ce moment-là, tu montres à l'autre que ton premier geste était vraiment désintéressé et que tu es prêt à jouer le partage. Si par contre, il prend une 2e fois, là, après, tu prends. Tu vois ? Mais on donne la chance 2 fois. Et je dis toujours à mes commerciaux aussi, c'est normal que le client se méfie de vous à la base, parce que, encore une fois, pour lui, vous êtes plutôt un prédateur, plutôt une menace plutôt qu'une ressource. Laissez-lui le bénéfice du doute.
Laissez-lui, à la limite, C'est lui qui pas décide. vous dire tout de suite. Laissez-lui essayer de tirer un peu. Parce que dans son point de vue à lui, il est menacé. Il y a plein de gens qui me disent, ouais, mais les clients, ils mentent, ils me disent pas tout le temps la vérité. Je dis, mais les clients, ils te mentent simplement parce qu'ils pensent que toi, tu es en train d'essayer de les arnaquer. Et même si toi, sincèrement, tu le sens pas, Mhm. de son imposture à lui, c'est le truc logique. Donc, laisse-le te mentir une fois ou deux. Laisse-le dire, OK, j'admets que vous n'ayez pas joué franc jeu une fois ou deux. Par contre, à un moment donné, on va remettre le cadre. OK? Mais si tu tout de suite, tu maudis ton client en disant, mais les clients sont malhonnêtes, ils mentent, et ainsi de suite, et tu t'en offusques, ben, en fait, tu vas perdre ta capacité à créer de la relation avec plein de gens. Laisse-leur le bénéfice du doute. Cool. Écoute, c'était un plaisir de te recevoir ici. Merci à J'espère que le moment qu'on a partagé ensemble va être utile à plein de monde. J'espère. Un mot de conclusion? Merci. Bah, écoute, Merci, merci à docteur. toi. De Merci, rien. docteur Seuss. Avec plaisir. Voilà. Ça fera... non, pour toi, c'est offert. Bon, Merci. des bisous à tout le monde. À bientôt, j'espère. Ciao.